Épisode spécial Coupe du Monde, on a juste décidé d'en parler avant que la Coupe du Monde commence, histoire de prendre 2-3 prédictions et de se préparer un petit peu. On a pris chacun une équipe, principalement. On va essayer, ouais. Et aussi, on aura 2-3 petits autres points, on va dire aléatoires, mais principalement les équipes. On va commencer tout de suite. Non, avant, j'ai une petite question. Est-ce que, Clarence, c'est quoi tes attentes pour la Coupe du Monde ? J'ai pas vraiment d'attente, c'est ça le problème. Et les attentes, elles sont pas extrêmement grandes. Je me suis quand même mis pour défi de me remettre à regarder la Coupe du Monde assidûment. Ouais. Donc je vais essayer quand même de m'y mettre, mais je m'attends pas à grand chose. J'espère ne pas être déçu quand même. Ok. Est-ce que de ton côté, il y a des grandes attentes ? Alors, c'est bizarre, je pense que tu m'aurais posé la question il y a plusieurs mois, je t'aurais dit que j'en avais rien à foutre. Je pense même que je te l'ai déjà dit. Et je savais même pas si j'allais vraiment regarder. Parce que le fait d'être une Coupe du Monde à 840 équipes, des matchs partout, tout le monde est qualifié, il y a des pauses fraîcheurs, tout me désolait. Et en fait, plus ça approche, on reste amateur de foot, donc plus ça approche, plus on se souvient que c'est la Coupe du Monde. Et les listes commencent à tomber, les mecs sont pas là, les mecs sont blessés, les mecs sont remplacés, etc. Donc une petite hype monte. Donc ouais, je pense que moi, mon attente, c'est un souhait, c'est de voir s'il y a effectivement des équipes qui sortiront du cadre du foot qui est joué par tout le monde. S'il y a des équipes un peu fraîcheurs, des équipes qui jouent différemment des autres, qui vont nous donner envie de regarder leur match. Ils iront pas au bout, mais ouais, qui vont nous donner envie, où on va se dire c'était une belle histoire. Ouais, une des équipes qui a retenu mon attention, c'était ça. C'est ça la Coupe du Monde. Et puis, En vrai, t'attends juste le show de la mi-temps de la finale, c'est ça ? Non, alors ça, par contre, c'est un autre truc que j'attends pour cette Coupe du Monde, c'est de voir à quel point je m'attends à du n'importe quoi. En fait, je me prépare à être désolé d'avance pour le n'importe quoi autour des matchs, en fait, parce que c'est les États-Unis de Trump. Ouais. Va y avoir une dinguerie, je sais pas laquelle, je sais pas. En fait, je me dis que ce qui va se passer, je peux même pas l'imaginer encore. Ouais, c'est donc je vais être obligatoirement surpris. Je sais pas dans quel sens, mais je vais être surpris. Welcome to Dussikor Show. Sempre blau. On commence. C'est quoi ton pays là, le pays qui t'intéresse? Alors le pays qui m'intéresse pour cette Coupe du Monde, c'est le Curaçao. Hey. Curaçao, magnifique. Magnifique. Déjà parce que je pense qu'il y a une bonne partie du monde qui ne sait pas où le mettre sur une carte. Et donc ça va permettre aux gens de découvrir un pays, de découvrir une population, une culture potentiellement même. Donc rien que pour ça, ça m'intéresse. Au-delà de ça, parce que évidemment j'ai choisi ce pays en sachant qu'on allait faire cet épisode et qu'il y avait des points que je voulais apporter. Point numéro 1, c'est parce qu'il y a 42 équipes. Le Curaçao, normalement, ne se qualifie pas. Mais comme on a augmenté le nombre de places pour la CONCACAF, donc Amérique centrale et Amérique du Nord, ouais. Et en sachant en plus qu'il y a 3 pays qui sont déjà qualifiés, et donc ça ouvre les portes pour les derniers pays. C'est comme ça que le Curaçao se qualifie, principalement. Le fait qu'il se qualifie dans ces conditions-là, on le sait déjà, ça va être le cas de plein de pays où on va nous parler de qualification historique. Où là, ce sera le storytelling veut que c'est historique, regardez, Curaçao est présent, comme si les conditions sont les mêmes que les Coupes du Monde précédentes. Oui, et puis d'ici quelques épisodes de la Coupe du Monde, on rajoutera 12 équipes de plus. C'est ça. Et on nous dira, oh là là, c'est encore plus historique, parce qu'il y a 15 équipes différentes par rapport à la dernière fois. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. En finale, Curaçao, je suis content pour eux, c'est très bien. Après, évidemment. Ils vont kiffer, ils vont être heureux. Moi, ça me fait un peu de la peine parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on rajoute des matchs pour rajouter des matchs. En fait, j'ai l'impression que le premier tour de la Coupe du Monde, c'est plus la Coupe du Monde, c'est les éliminatoires encore. C'est encore des éliminatoires, c'est encore un truc un peu moyen où on sait que ça va filtrer avec les mêmes équipes qui ne se qualifiaient pas de base pour la Coupe du Monde et ne vont pas se qualifier pour les tours éliminatoires. Ouais. C'est au lieu de laisser les Curaçao chez lui à la fin des éliminatoires, on lui a dit de venir jouer 3 matchs et repartir pour C'est ça. Et alors, je sais pas, quand je regarde la poule, ils sont dans le groupe E. Ils sont dans la poule avec l'Allemagne, l'Équateur et Côte les d'Ivoire. derniers, la Côte d'Ivoire.
Donc en plus, c'est pas t'arrives à la Coupe du Monde et on t'accueille bien, c'est vas-y, tu vas jouer l'une des 3 meilleures nations en Europe, l'une des 3 meilleures nations en Afrique. Et Une des 3 meilleures, vers- une des 3-4 meilleures en Amérique du Sud aussi. Parce que Exactement. l'Équateur, ils sont très 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 chauds. Donc ça veut dire que vraiment c'est bienvenue à la Coupe du Monde. On va essayer de refaire des records parce que du coup, nécessairement, comme ils vont dire, c'est historique. Mais ça veut dire que tes résultats sont historiques. Ton premier résultat en phase finale de Coupe du Monde, si c'est contre l'Allemagne, j'ai pas envie de voir, quoi. Ouais, après, peut-être qu'on aura la chance d'avoir un magnifique... c'est la première fois qu'un joueur de Curaçao marque un but à Oui. Manuel Neuer. Ouais, ce sera le premier, je pense, au vu des clubs dans lesquels il joue, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont joué contre Manuel Neuer. Je regarde un peu. Alors je pense qu'il y en a un ou deux qui ont dû le croiser, parce que je vois qu'il y a des noms un peu plus connus. Par exemple, il y a Tai Chong, qui était à Manchester United, un mec avec une grosse coupe afro. Alors là, Je mettrai la photo, je me souviens de lui parce qu'il avait joué contre Paris quand ils avaient envoyé tous les les jeunes, petits les mecs jeunes, qui avaient éliminé le PSG. Ouais. Tai Chong était là. Je vois Jürgen Locadia, moi je le connais parce que c'était encore une fois, ça c'est le running gag de tous les épisodes, c'était à un moment ou à un autre, il y a une dizaine d'années, parce qu'il a 32 ans, donc quand il avait 22-23 ans, c'était un mec à prendre sur Football Manager. Il était au PSV Eindhoven, un avant-centre solide qui marquait ses 30 buts, c'était bien. Il y a qui Bakuna, qui est passé en Première Ligue. ouais, mais du coup, je pense Et, pas et Bazoer qui vient de l'Ajax. Et tu crois qu'ils ont pu croiser Manuel Neuer à un moment? Je pense que Locadia, Chong, ils l'ont peut-être croisé avec le PSV et avec Manchester. Bazoer, il l'a peut-être croisé avec l'Ajax. Mais je suis même pas sûr, parce qu'il y a des Bazoer, je pense qu'il y en a plusieurs. Ça se trouve, c'est même pas lui. Si, c'est lui qui était à l'Ajax. Il a fait Ajax, Vitesse, Wolfsburg. Ah si, Wolfsburg. Ah ouais, donc voilà, au moins il y a ça. Mais déjà, tous ces noms-là, je disais PSV, Ajax, etc., ça donne l'indice de Curaçao, c'est que des mecs Exactement. qui sont aux Pays-Bas, quoi. Exactement, c'était aussi un de mes points. Ça permet à tous ces joueurs qui vont pas, je pense, toucher la sélection néerlandaise de se raccrocher à leurs origines et de profiter de ça pour pouvoir jouer la première Coupe du Monde. Après, même si certains vont pouvoir penser que c'est opportuniste, ce qui peut s'entendre aussi, mais il y a un travail de fond qui a été fait par des légendes néerlandaises, dont, si je ne me trompe pas, Rijkaard et Seedorf, qui continuent de faire évoluer le football au Curaçao. Mais Curaçao, je crois, attends, je vérifie, mais je crois que c'était pas... Donc là, c'est un entraîneur néerlandais, c'est Dick Advocat, qui est une légende des entraîneurs néerlandais, mais je crois qu'il y avait eu un moment, je vérifie, je crois qu'il y avait eu Kluivert, qui était sélectionneur. Qui a été sélectionné. Ouais, Patrick Kluivert. Exactement. Et en fait, toutes ces légendes du coup des Pays-Bas qui sont peut-être au moment dans leur arbre généalogique originaire du Curaçao, ils sont pris de mission de faire évoluer le sport, et ça se ressent parce que le sport numéro 1 dans le pays, c'est le baseball. Ouais, et pourtant, là, la qualification de la Coupe du Monde, ça a donné un élan sur le foot, et il y a beaucoup plus de joueurs qui prennent cette nationalité-là aussi, beaucoup plus de joueurs qui se développent, ou en tout cas des petits jeunes qui vont se développer sur le pays, sur l'île. C'est une île d'ailleurs? Est-ce que oui. Que je dise pas de bêtises à l'écran. Mais il y a beaucoup plus de joueurs qui vont faire ça, et je trouve ça intéressant parce que malgré tout, même si moi personnellement je critique ce choix de 42 équipes, c'est aussi l'objectif de la FIFA et de Infantino en mettant plus d'équipes, c'est de développer le football. Ouais, alors qu'en fait c'est juste un moyen d'avoir les votes au moment évidemment, de l'élection. Mais si c'est bien utilisé, ça peut être bénéfique. Et quand je vois leur maillot avec Adidas et la pub qui a été faite derrière, donc au niveau du marketing, il y a aussi un gros travail où tu sens que toute la fédé, tout ce qui tourne autour du football au Curaçao est mis au bon endroit. Donc on a des joueurs qui, je pense, vont se donner à fond, une fédé qui va pousser ses joueurs. Je ne serais pas choqué si demain on apprend qu'il y a une prime si jamais ils gagnent un match et que ça vaut le salaire de chacun d'entre eux sur la saison. C'est vraiment pour ça que moi j'ai choisi ce pays, parce que je pense que ça va apporter une visibilité sur tous ces joueurs-là dont on a parlé, qui
sont soit passés par des grands clubs aux Pays-Bas ou qui jouent dans des... parce que je crois qu'il y en avait un qui joue à Sheffield, un autre qui joue à Rotterdam. C'est des Middlesbrough, voilà, etc. qui sont en vrai dans des clubs moyens de Championship. Mais il ne faut pas oublier que la Championship, c'est un championnat qui reste relevé, comme beaucoup de championnats de deuxième division dans les grands pays de football, où malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, c'est des joueurs qui ont potentiellement le niveau de jouer en Première Ligue, en Liga, en Ligue 1. Et ben là, on va pouvoir les voir sur devant un grand public. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup pour cette équipe. Moi, ça me fait plaisir pour eux, parce que oui, c'est toujours sympa de voir des mecs comme ça qui ont l'occasion de jouer une Coupe du Monde. J'espère juste que ça va bien se passer, en fait. Après, je pense que mes craintes, elles auraient été plus justifiées il y a une quinzaine d'années, si on envoyait un pays comme ça un peu à l'abattoir. Maintenant, comme tu disais, il y a la majorité des mecs qui jouent quand même en championnat des Pays-Bas. Ils sont en Europe pour beaucoup d'entre eux. Donc... Ils jouent pas en première ligue ou en championship, ils jouent en première division des Pays-Bas. Il y a des mecs qui ont joué à la Ligue des Champions, etc. Donc je pense pas qu'ils vont se prendre une branlée extraordinaire contre l'Allemagne comme ça a pu être fait il y a 15 ans. C'est ça. Là, je pense pas qu'on va finir avec un 15-0 en pleine Coupe du Monde. Ce sera un peu plus difficile, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire qu'ils vont aller marquer un but quelque part, aller potentiellement accrocher un match nul dans un de ces 3 matchs. Est-ce que je les vois se qualifier ? Je vais pas mentir, non. Surtout comme je disais, on l'a dit au tout début, on parle quand même de la Côte d'Ivoire qui a pris la CAN il y a 2 ans maintenant. On parle de l'Allemagne qui reste l'Allemagne, la Nationalmannschaft. Et comme tu disais, l'Équateur qui est ce genre de pays dont on n'attend rien parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir nous de notre côté, mais qui est toujours 4e, 5e quand on fait l'Équateur surtout qui sort d'une génération là où t'as, par exemple, t'as Hincapié qui est à Arsenal, t'as Pacho qui est au PSG, t'as Kendry Páez qui est passé par Strasbourg, maintenant qui est à Chelsea, prêté à River Plate. L'Équateur a une génération de beaucoup de mecs qui commencent à arriver en Europe. Clairement, oui, clairement. Et là, on en parle, ne serait-ce qu'au Sparta. Il y avait deux joueurs, Mercado et le deuxième, je sais plus son nom. C'est le latéral droit avec la coupe un peu afro là. Preciado, ouais. Et je crois que le deuxième c'est Mercado. Où tu vois bien que c'est des joueurs qui sont jeunes, qui ont en plus du talent. Et comme tu dis, quand tu regardes un mec comme Pacho qui on l'a vu encore à la dernière demi-finale de Champions League, qui est potentiellement l'un des meilleurs défenseurs cette année, et tu te dis ça va être une sacrée équipe pour la Coupe du Monde. Tu te pointes avec une défense Pacho, Hincapié. Voilà, marque un but, hein. Ça va être vraiment, le groupe va être intéressant. Et Stupinian, Ordoni, c'est. Le groupe va être vraiment il y a Moses intéressant. Caicedo devant la défense. Il y a qui d'autre on n'avait pas prévu de parler de l'Équateur, mais en fait, une équipe. Mais ça rentre clairement là-dedans, parce que malgré tout, c'est une équipe c'était le genre d'équipe qui passait à la trappe avant. Mais comme tu disais, le football qui évolue maintenant, de la manière dont ça évolue, on voit beaucoup plus de pays qui étaient censés être des nations un peu moindres, qui ont des effectifs qui sont cohérents. Vraiment, je pense que c'est un des groupes qui va beaucoup m'intéresser. Ouais. Parce que je suis pas certain que, par exemple, l'Allemagne finisse avec 9 points. Je pourrais même, là, tout de suite le dire devant la caméra qu'ils ne finiront pas avec 9 points. Non, mais moi, en tant qu'amateur de Bundesliga, je te suis sur le point. Là, ouais. Clairement, l'Allemagne ne gagnera pas la Coupe du Monde. Ah oui, non, ça j'y crois pas non plus. Tu peux pas gagner avec Voltemade et je sais pas qui, c'est même qui devant, c'est Undav. Ouais, t'es pas champion du monde avec Voltemade. Non, moi j'y crois pas non plus. Vraiment, j'y crois pas pour la Nationalmannschaft. Pareil, si ils arrivent pas premiers de leur poule, je suis pas choqué non plus. Donc vraiment, ça va être à suivre. Pour moi, le premier de la poule, ça va être l'Équateur. Il y a de grandes chances. Mais j'ai envie de croire aussi à la Côte d'Ivoire, parce que encore une fois, faut pas oublier que c'est une sacrée génération. Il y a des joueurs qui sont en pleine forme et il y a un coach. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est un ancien joueur de foot qu'on a vu évoluer.
et dont les méthodes en tant que coach qu'on a vu fonctionner. Ouais, tout le monde. Je m'en souviens que Emers Faye, quand il est arrivé sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'était un peu un scandale, parce qu'on comprenait pas. Il arrive en catastrophe aussi. Ils virent leur sélectionneur en plein milieu pendant de la CAN. La CAN qui est en Côte d'Ivoire. Ouais. On le met, si je me trompe pas, je me rappelle pas qu'il ait une grosse expérience en tant que coach avant ça. Il était adjoint à la sélection, il va gagner la CAN. Il la gagne. Et depuis, ça fonctionne quand même. Il y a eu la CAN là où... Cette année, mais bon, on ne sait pas qui a gagné. On sait pas qui a gagné. Non, mais c'est vraiment... c'est une sacrée génération quand même en Côte d'Ivoire. Et vraiment, là, les nations africaines, en termes généraux, déjà, je les vois, pour toutes celles qui sont qualifiées, aller quand même assez loin. Et avec le format qui est donné maintenant, ça donne encore plus de possibilités pour aller loin. Tout à l'heure, on parlait des attentes. Quand on se met un peu plus le nez dedans, oui, je pense que ça va être une bonne Coupe du Monde. Parce que quand tu vois ce genre d'effectif, quand tu vois ce genre d'équipe, c'est un peu plus homogénéisé. Donc, je m'attends quand même à du football. Moi, je pense que la compétition va être vraiment très relevée et très intéressante quand on va arriver après les poules, en fait. Ouais. Une fois qu'on aura enlevé Curaçao, qu'on aura enlevé Haïti, Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, il peut faire chier encore, mais c'est trop tôt pour eux. Non, c'est trop. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des équipes qui, oui, en U20, en U17, on les voit. Mais donc, tu sais qu'il y a un vivier, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est... il y a un vrai investissement qui est fait, mais c'est beaucoup trop tôt. Mais oui, après, je suis content. La Coupe du Monde, le format, il me plaît parce que oui, après, quand on va arriver dans les matchs élimination directe, au final, vu qu'on aura éliminé que des gens qui n'auraient pas dû être là, on va se retrouver avec des matchs qui d'habitude on n'avait pas. Parce que, par exemple, si on prend cette poule-là, d'habitude, un des trois aurait déjà été sorti. Voire 2 des 3 auraient été sortis. Et donc, alors que là, on va se taper des Équateurs Argentine tout de suite, des Équateurs France, etc. Et ça va être chiant pour toutes les équipes. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool, mais je trouve ça quand même assez dur dans le sens où avant, tu les jouais dans ta poule, tu avais tes 3 matchs, ça veut dire que tu jouais ce match contre l'Équateur dans ta poule, c'était un peu difficile. Tu savais qu'il fallait se réadapter pour la suite. Là, maintenant, tu les joues en 16e, c'est difficile, t'es éliminé. Ouais. Et ça devient beaucoup plus... On peut avoir des surprises. Ouais. Mais ça va être intéressant. À voir comment évolue ce groupe. Ouais, groupe E pour Clarence, c'est là-dessus qu'on aura les yeux. Ouais. Et toi de ton côté, quelle équipe tu nous as choisi ? Alors, moi j'ai pris le groupe juste avant. J'hésitais entre la Suisse et les États-Unis. Ouais. Et en fait, j'ai décidé de parler des États-Unis parce que déjà c'est le pays hôte. Donc c'est l'un des pays hôtes, pardon. Oui, non, les autres se sont fait avoir. Oubliez, regardez juste comment les différents pays communiquent. Vous avez compris que le Canada et le Mexique, ils ont compris eux-mêmes qu'ils s'étaient fait avoir. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis, tout va se passer aux États-Unis. Je crois que sur les 100 et quelques matchs, il y en a 10 ou 15 au Canada. Je crois que c'est les phases de poule où le Canada joue, tous ces pays-là jouent là-bas. Ouais, et après, c'est fini. Ou peut-être qu'il y a à la frontière, peut-être qu'il y a quelques matchs. Mais pareil au Mexique, je crois que c'est les phases de poule qui se jouent au Mexique, mais il y a très peu de matchs au final, alors que pour le coup, je pense que le Mexique, en plus pour l'histoire de la Coupe du Monde et tout ce qui va avec, ça aurait pu être vraiment incroyable. La Coupe du Monde. Le Mexique a tout le temps donné. Le Mexique a déjà eu 2 fois la Coupe du Monde. Ouais. On était pas nés, même moi qui suis plus vieux, on n'était pas nés quand c'est arrivé, mais de mémoire de gens qui les ont suivis, à chaque fois, ça a été quasiment les plus belles Coupes du Monde. Bien sûr. Avec le jeu proposé et l'ambiance, l'atmosphère. Parce que là encore aujourd'hui, on fait des halls pendant les matchs, ça vient de là. Ouais. La première Coupe du Monde en couleur, c'était le Mexique, en 70. Ouais. Donc le but de Pelé, etc., c'était dans le premier but la première Coupe du Monde en couleur. Maintenant, non. Maintenant, ce sera à Fort Worth et dans la banlieue d'Atlanta qu'on aura des matchs, tant pis. Pourquoi pas. Mais alors, pour revenir aux États-Unis, évidemment, quand t'es organisateur, t'es censé avoir des grosses attentes. Et surtout, t'as un peu le cheat code du... tu le sais depuis une dizaine d'années, je pense. Ouais. J'ai pas regardé exactement la date, mais ça fait un petit moment que les États-Unis savent que ça va être entre 12 et 8 ans à chaque fois. Ouais. Donc, t'es censé te préparer. En plus, avec les États-Unis, c'était lié aussi à l'essor de la MLS, au moment où ils ont commencé à faire venir des gros noms pour développer le truc.
à la fois pour faire la popularité du soccer et aussi pour former des jeunes, etc. Donc c'était censé être un peu le point de bascule, ce moment-là, de dire on arrive avec une grosse équipe et on va choquer le monde et on va aller très loin à la Coupe du Monde, etc. Et j'ai l'impression, en regardant la liste, qu'en fait, cette Coupe du Monde, soit elle arrive, pour la moitié de l'effectif, elle arrive trop tôt, parce que c'est des joueurs pour lesquels on attend toujours qu'ils montrent le potentiel qu'on leur a donné il y a quelques années, soit trop tard, parce que ils étaient reconnus, ou du moins ils avaient une sorte de street credibility il y a 2-3 ans, et ils l'ont perdu depuis en fait. Et je prenais la liste, on l'a regardé tout à l'heure. Par exemple, si je prends leur latéral droit, c'est Serginho Dest. Ouais. Serginho Dest, il a 25 ans, donc au final, on se dit, il est pas très vieux, il est censé être dans la fleur de l'âge, c'est censé être sa compète. Serginho Dest, il a disparu en fait. Ouais, parce qu'il était quand même à Barcelone. Et en plus, c'était pas non plus un joueur qui ne jouait pas à Barcelone, il faisait partie de l'effectif. L'effectif titulaire, et pourtant maintenant je pourrais même pas dire où est-ce qu'il est. Il est au PSV Eindhoven parce qu'il est de retour, mais Serginho Dest depuis 2019 il a fait Ajax, après il était 4 ans à Barcelone. Pendant ces 4 ans à Barcelone il était prêté au Milan AC, il était prêté au PSV, maintenant il est de retour au PSV. Mais tu dis que si la Coupe du Monde avait eu lieu en 2021 ou 2022, quand il était titulaire au Barça, pour lui c'était beaucoup mieux. T'as des mecs comme, je regarde la liste, Pulisic. Et Pulisic clairement, parce que là on a beau dire ce qu'on veut, parce qu'on nous le montre comme si c'était une grande star au Milan, mais Pulisic qui est à Chelsea, c'est 1000 fois mieux que Pulisic qui est à Milan. Ouais, donc lui, tu vois, aussi c'est pareil, tu dis, c'est un peu tard. McKennie à la Juve, il commence à tirer la langue, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus important dans l'effectif, et c'est peut-être aussi parce que la Juve était beaucoup plus forte il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que le train, il est un peu passé. T'as ça, t'as des mecs qu'on attendait comme des espoirs à leur début. En fait, ils ont déjà 26 ans, 27 ans. Et donc, tu te dis, c'est un peu tard maintenant, tu vois. Tu regardes les attaquants qu'on connaît Balogun, tous quand même. Mais... Balogun à Monaco, il a que 24 ans, mais Balogun, il n'a jamais vraiment confirmé ce qu'on attendait de lui quand il signe à Monaco. Timothy Weah, c'est un latéral droit, c'est un ailier gauche, c'est un avant-centre, on sait toujours pas. On sait pas. Et il a joué la moitié de la saison presque au milieu de terrain, donc j'ai pas compris. Donc t'as plein de mecs comme ça. T'as aussi, par exemple, on en parlait aussi, Giovanni Reina. Giovanni Reina, t'as l'impression que la Coupe du Monde, elle arrive 4 ans trop tard. Ouais. Parce que Giovanni Reina, quand il a 17 ans, 18 ans, il est titulaire à Dortmund en quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions, avec Erling Haaland. On se dit, voilà, c'est incroyable. Mais c'était déjà vu, c'était sûr, normalement. Sauf que maintenant, Giovanni Reina, il a beau avoir que 23 ans, pour suivre la Bundesliga, ça va faire 1 an et demi qu'il est mais vraiment collé au banc à Mönchengladbach. Ça, c'est dur. Et il y a 2-3 mecs qui passent avant lui, mais même quand il s'agit de rentrer sur le terrain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de matchs où Giovanni Reina est collé au banc, ou voire il est pas dans le groupe à Gladbach, alors qu'il a que 23 ans. T'as ça, t'as des mecs d'autres... en fait, l'effectif est rempli de mecs pour qui la Coupe du Monde n'arrive pas au bon moment. Soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt. Et aussi rempli de mecs qui font leur petite carrière en Europe, et sauf qu'ils sont jamais importants dans une vraie grosse équipe européenne. En gros, c'est que des mecs qui vont faire leurs 30 matchs en Première Ligue, mais 30 matchs dans une équipe qui va être entre la 7e et la 14e place de Première Ligue. Ils vont être à Fulham, ils vont être à Crystal Palace, ils vont être à Bournemouth, c'est un peu mieux, machin, mais... Mais en soi, ça reste quand même pas des équipes qui vont aller jouer le titre, parce que là, on en parle, par exemple, Crystal Palace qui a gagné la Cup l'année dernière, mais c'était quand même inespéré. Donc, comme tu dis, c'est des clubs qui vont jouer, qui vont se battre en milieu de tableau, des joueurs qui sont pas nécessairement importants dans ces clubs-là, dans le sens où, oui, tu joues, comme tu disais tout à l'heure, tu joues tes 30 matchs, mais en soi, on va pas se rappeler de toi, tu vas pas avoir des offres à la fin de la saison, tu vas pas... il va rien se passer, en fait. Tu pourras rester... pendant des années, comme comment il s'appelle, Yedlin, qui est resté je sais pas combien de temps, c'était à Newcastle si je me trompe pas. Tottenham aussi, je crois. Il a fait 2-3 clubs comme ça, il s'est baladé. Il est resté plusieurs années en PL, et pourtant
Est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir me voir pour me dire que Yadlin était l'un des meilleurs joueurs américains du monde? Non. Bah, tu vois, par exemple, tu prends Anthony Robinson, arrière gauche, Fulham. Donc déjà, Fulham, il est en plein milieu de la première ligue. Il est là sans qu'on se souvienne de lui. Je le vois, par exemple, il a 200 matchs avec Fulham en première ligue. Mais personne ne s'en souvient de Anthony Robinson. En fait, il est là, il sait tout. Tyler Adams, moi je me souviens de lui parce qu'il était à Leipzig. Tyler Adams, il a 28 ans. Il a ses 75 matchs en Bundesliga, 75 matchs en Première Ligue. Ouais, il est bon à Bournemouth, mais il ira jamais ailleurs. Et s'il va ailleurs, c'est pour être... je sais pas, pour faire peut-être doublure à United. Et même plus maintenant, United est remonté. Donc peut-être Newcastle, tu vois. Newcastle qui a beaucoup d'argent, ils vont peut-être prendre... on va prendre Tyler Adams pour tourner. Ouais. Donc les États-Unis, en fait, j'avais envie de parler d'eux parce qu'il y avait cet effet-là sur cette Coupe du Monde-là, mais surtout j'ai l'impression que si on élargit le point de vue à toutes les autres Coupes du Monde, et alors j'y pense maintenant en parlant parce que ce maillot-là, c'est le maillot de la Coupe du Monde 2002. J'ai l'impression que depuis 2002, les États-Unis sont au même niveau. Et j'ai l'impression que ils lancent des trucs, ils essayent. En fait, il y a des projets. À chaque fois, on essaye de nous vendre un nouveau projet américain. Il y a eu le projet avec... donc là, c'était 2002, c'était avec Landon Donovan et avec Damarcus Beasley, qui était censé devenir... avec Howard dans les buts, qui était à Manchester, etc. Et ça, on disait, vous allez voir, les États-Unis, quand ils vont s'y mettre, ça va développer. Ça a développé que dalle. Après, il y a eu le projet où c'était après 2006 et tout. Ah oui, mais là, il y a Klinsmann, va y avoir des nouveaux joueurs. Il y a eu 2-3 autres nouveaux joueurs qui sont arrivés en Europe. Vous allez voir, ça va développer. Ça a développé que dalle. Toujours la même chose. Ouais, on a mis plein d'argent en MLS, ça va développer des jeunes, vous allez voir. En fait, et c'est tout le temps le même mécanisme. Quand tu regardes, là tu parles de ça, on a vu que ce soit Didier Drogba, Thierry Henry, David Villa. À chaque fois, ils ont fait venir des grandes stars, Ibrahimovic, Beckham, et ça n'a jamais pris. Et ils l'ont refait encore, du coup, il y a 2-3 ans maintenant, où c'est exactement le même schéma, en sachant très bien que les schémas précédents n'ont pas pris. Surtout là, ils essayent un peu ils essayent de prendre des mecs un peu plus jeunes. Donc maintenant, tu as des mecs de 27, 28, 29 ans au lieu de mecs de 35. Ok, très bien, mais n'empêche que, regarde, tu prends par exemple Miami. Miami domine la MLS. Ouais, mais Miami domine parce qu'ils ont fait venir en fait que des Argentins. Bien sûr. Et en fait, c'est pas parce que le directeur sportif, il s'appelle Lionel Messi. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il y a eu c'est pas parce qu'ils ont fait venir Jordi Alba, Busquets, Messi, Suarez, De Paul que ça a fait obligatoirement évoluer les Américains sur place. Non. Parce que les Américains sur place, ils jouent pas. Non. Ils ont continué de remplir avec des mecs random, argentins, équatoriens. Bien sûr. Donc au final, j'ai l'impression que les États-Unis, c'est un truc qu'on nous vend depuis, comme je disais, depuis 2002, donc depuis 24 ans. Ouais, mais là, en parlant de tout ça, ça me fait penser à... Je me souviens quand la Russie organisait en 2018 la Coupe du Monde, ils avaient fait une politique où il n'y avait plus de joueurs qui jouaient en dehors du championnat russe. Ouais. Et je crois qu'il n'y en avait qu'un seul et c'était... il y avait Cherichev, non, qui était à Villarreal. Je crois que c'était... du coup, c'est Cherichev et Golovin qui étaient les deux seuls en dehors du championnat russe. Est-ce que tu penses... Parce que là, il y a la Coupe du Monde en Arabie Saoudite qui va aussi arriver. Est-ce que tu penses que le schéma à suivre, c'est on garde nos joueurs, Arabie Saoudite, Russie, on fait évoluer notre championnat et on espère qu'à la Coupe du Monde, on puisse avoir un certain résultat, ou le mieux, c'est on envoie nos joueurs un peu partout pour montrer que, ok, on a des joueurs qui sont sur la scène européenne, on met beaucoup d'argent dans notre championnat pour quand même faire évoluer notre football, et après on les rappelle tous le jour de la Coupe du Monde en pensant qu'on va pouvoir avancer. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que ce qu'avait fait la Russie en 2018 était plus intelligent, mais aussi déjà parce que je pense pas que ça soit comparable, parce que de base les Russes avaient un réseau, avaient une infrastructure sur place qui était 1000 ans en avance. Tu peux pas comparer toute la formation, tout l'historique, tout le club, par exemple du Spartak Moscou, qui a gagné des Coupes d'Europe, ils ont un stade de 80 000 personnes, et quand tu rentres dans le musée, tu as une Ligue des Champions, tu vois, où tu as des Coupes d'Europe, tu as des trucs, tu as des Ballons d'Or, il y a des joueurs qui ont été Ballons d'Or il y a 50 ans. Donc tu te dis,
il y a un historique aux États-Unis. Le pauvre gamin qui naît à Columbus, il va être fan du Columbus Crew. La plus grande légende qu'il a vue, c'est Kai Kamara, quoi. Alors oui, Kai Kamara, il est incroyable, il est très bon. Sierra Leone, super. Mais sauf qu'il n'a pas d'historique. Et tu peux pas... Et après, l'Arabie Saoudite... l'Arabie Saoudite, alors je me renseigne sur les États-Unis, mais je suis pas sûr qu'aux États-Unis, il y ait des règles vraiment sur le nombre de joueurs que tu dois faire jouer. Je sais qu'en Arabie Saoudite, tu es obligé. C'est-à-dire que sur 11 joueurs, tu que 4 ou 5 étrangers. C'était des règles qu'on avait aussi en Europe pendant un certain moment. Et après, je pense sincèrement que pour faire évoluer le football, parce que tu parlais aussi de ça, parce qu'il y a aussi la culture football qui doit évoluer, je pense que ça aide énormément. Ouais, et puis l'air de rien, c'est des choix un peu... En fait, c'est des dilemmes. Je pense que quand tu es directeur sportif d'une équipe saoudienne avec beaucoup d'argent à dépenser, tu fais, alors, est-ce qu'on prend que des attaquants pour marquer plein de buts, et du coup, on n'a que des Saoudiens un peu plus nuls derrière? Mais le problème, c'est que si notre adversaire il fait pareil, du coup, ça va être qui de notre attaquant ou de ses attaquants va marquer le plus? Ou est-ce qu'on fait le truc en fait, on va prendre qu'un seul avant-centre, et je vais prendre 2 défenseurs centraux européens qui vont apporter quelque chose pour bloquer les Européens de l'équipe adverse. Et donc il y a ce petit jeu d'échecs en fait, à cause des limitations. Donc je pense que ça fait évoluer le truc, parce que tu as des joueurs qui se retrouvent à jouer pendant toute l'année. Mais tu te rends compte que tu joues Benzema, tu joues Ronaldo, tu joues Firmino toute l'année, et évidemment au bout d'un moment, toi-même ton niveau il va évoluer aussi. Ouais, et puis tu joues des coupes. Tu joues des coupes d'Asie. Des coupes internationales du coup. Tu joues aussi un truc... puis au final tu te retrouves avec des joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais par exemple, tu te retrouves avec un joueur comme Saoul Abdelhamid, là, qui du coup est parti du championnat saoudien, qui est passé à la Roma, qui était à Lens cette année, donc il est deuxième du championnat de France, il gagne la Coupe de France avec Lens. À mon avis, alors c'est pas la superstar, c'est pas le plus grand joueur saoudien de l'histoire, mais c'est le genre de mec, à mon avis, quand il va retourner en sélection, il apporte quelque chose que les autres n'ont pas, parce qu'il a gagné des titres en Europe, quoi. Il a gagné un titre en France. Clairement. Contre, littéralement, le PSG. Ils n'étaient pas en finale, mais... Mais en gros, ça fait partie de... Dans un pays où le PSG gagne pratiquement toutes les coupes, tous les championnats, lui, là, il a réussi à en prendre une. Alors que les États-Unis, quand je regarde la liste, en gros, il a... C'est ce que Reina aurait dû faire. Sauf que Reina, je pense qu'il a peut-être pas aussi cette possibilité, cette mentalité-là. Et comme je dis, ça fait 2 ans qu'il joue plus, Reina. Ah ouais. McKennie, McKennie, il est bon, mais McKennie, est-ce que c'est ta superstar? Pulisic, peut-être, mais Pulisic... Après, et encore une fois, on parle de... Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il joue à la Juve au Milan. La Juve et le Milan, ils finissent, je crois, 6e et 7e de Serie A. Ou 5e et 6e de Serie A. Oui, donc, c'est même pas... On n'est même plus sur une Juve ou un Milan qui se bagarre pour gagner des titres. Là, ça fait partie des autres éléments dont on voulait parler, mais des mecs comme Nico Paz ou des mecs comme Mathias Soulé, qui jouent dans d'autres qui sont argentins et qui jouent dans d'autres clubs en Serie A, ils ont déjà un meilleur palmarès que ceux qui sont présents. Et c'est terrible. Oui, et il a presque... par exemple, tu prends Mathias Soulé, il n'a pas dans son pays la réputation qu'un Reina a pu avoir aux États-Unis, et pourtant il en a fait autant. Ouais. Parce que Reina, au final, Reina, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Il a 23 ans. Il a 23 ans, mais au final, c'est devenu juste un mec de Bundesliga. Et en vrai, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire. Je pense pas qu'il joue titulaire cette Coupe du Monde avec les États-Unis, parce qu'il y a déjà Pulisic, il y a déjà Aronson qui, lui, pour le coup, joue beaucoup à Leeds. C'est un de mes joueurs à suivre. Brendan Aronson, qui a été formé à Leipzig, pas Leipzig, à Salzbourg, qui est passé, qui a joué beaucoup la Coupe d'Europe à Salzbourg, après il est parti à Leeds. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'il est à Leeds, 4-5 ans, je crois, qu'il joue beaucoup. Cette année, il a été vraiment bon. Donc ouais... Donc voilà, les États-Unis, c'était pour moi l'équipe à suivre, mais juste parce que... L'équipe à suivre, mais à ne pas suivre. À suivre parce que c'est une déception. J'ai l'impression que c'est une déception continue depuis 2022. Depuis le 2002. Ouais, après, de toute façon, ils sont chez eux. On va voir, peut-être que ça va donner un élan, peut-être que ça va créer quelque chose.
si on peut regarder aussi la poule, parce que je pense qu'il y a la place pour se qualifier. La poule des États-Unis, oui, ils sont avec le groupe D, ils sont donc avec l'Australie, qui lui aussi est un peu en perte de vitesse. Mais j'ai envie de dire un peu. Après, je pense que je sais pas exactement comment le voir, mais le move de aller en Asie, je sais pas si c'était le meilleur move pour eux, dans le sens où ça les a pas aidés pour le moment. En tout cas, je vois pas l'aide que ça a apporté pour le développement du football. Ouais, bah en fait j'ai l'impression qu'ils ont surtout aidé le Japon et la Corée à se développer en fait. Ouais. En fait ils sont arrivés, au début ils étaient vraiment chauds, ils ont forcé le Japon à développer un plan un plan de développement du football avec tout le truc qui avait été fait, le truc Blue Lock, etc. C'était un peu surmédiatisé mais ils ont ça, le truc. Mais ils ont une vraie équipe le Japon. Bien sûr. La Corée aussi. La Corée est un peu moins, là, ça vieillit un peu, mais ils ont quand même une belle équipe. Et l'Australie bloque un peu, ouais. Et surtout, l'Australie se retrouve dans une confédération où il y a plein d'autres pays qui se mettent à apparaître. Mm-hmm. T'as plein de pays qui, avant, on savait même pas ce que c'était. Tous les pays de l'ex-URSS rattachés non pas à l'Europe, mais à l'Asie. Ouais. Maintenant, il faut aller les taper, en fait. Mais... Et t'as aussi l'Arabie Saoudite, et t'as le Qatar qui sont dans cette zone-là. En fait, c'est ça, c'est que tu t'es rentré dans un monde où tout le monde a pour but et a les moyens de se développer. Ouais. Parce que quand tu regardes, on parlait tout à l'heure de l'Ouzbékistan, on parle de l'Indonésie, l'Inde à une certaine mesure. T'as tout ce qui est aussi Jordanie, parce qu'ils sont qualifiés aussi sur cette année, tous ces petits pays en termes de football évidemment, qui eux font en sorte de se développer, parce que maintenant que le championnat des Émirats, le championnat du Qatar, le championnat de l'Arabie Saoudite, il évolue, même Iran, Irak, ça fait venir des joueurs. Mais ça veut dire que toi, t'es un jeune joueur en Jordanie, t'es à Amman, il y a un plan qui est vraiment dans le pays juste à côté, hein. Tu passes une frontière, plutôt que d'aller comme un Australien qui peut lui évoluer, qui peut être bon ou quoi que ce soit. Tu fais 24 heures pour aller faire ton test, t'as intérêt de le réussir. Une fois que tu l'as réussi, maintenant il faut aller récupérer ce que t'as pris en Europe ou dans d'autres endroits et le redonner dans ton pays, c'est plus difficile. Ouais, et puis c'est un peu bizarre ce truc du... je faudrait vérifier, mais à mon avis, le fait que le championnat australien, il reste en Australie, évidemment. Et l'Australie, peu importe si elle s'inscrit dans la zone Asie ou la zone Océanie, ça reste le pays, on peut pas le bouger, il va pas déménager à côté du Japon. Donc c'est-à-dire que dans ton championnat, obligatoirement, tu attires des joueurs de Nouvelle-Zélande, des Samoa, des Fidji, des clubs autour. Donc c'est-à-dire que tu permets, avec le développement de ton championnat, le développement d'une zone, tous les pays qui sont autour d'une zone qui est même plus la tienne. Et c'est plus à toi. Et à l'inverse, toi, tu te retrouves à aller obligé de jouer contre des pays qui se développent plus vite que toi et qui n'ont pas besoin de toi pour se développer. Exactement. Et c'est une position délicate pour eux. Mais ouais, du coup, en ayant donc le Paraguay, l'Australie, et je sais plus du coup quelle est l'équipe alors Australie, Paraguay et Turquie. Et Turquie, oui, non, donc je pense que... je pense que la Turquie va faire très mal aux États-Unis. Oui, mais ça n'empêche que les États-Unis, je pense sincèrement qu'ils vont passer dans les 2 premiers de leur poule. Ouais. Oui, après le Paraguay, c'est... je regarde un peu, oui, c'est un peu, c'est pas super fou. Ouais. Je regarde un peu les noms. Il y a des noms connus des suiveurs un peu du foot européen et même pas vraiment d'européens. Non, c'est pas fou. C'est surtout des mecs qui jouent en Amérique du Sud. Un mec de Manchester, mais il a jamais joué à Manchester, Diego León. Donc ouais, non, c'est pas. Je pense que le Paraguay va pas poser gros problèmes. Après, on sait pas, c'est des joueurs qu'on connaît pas, donc. On verra. Après, ça reste intéressant à voir. Mais je pense qu'avec le fait qu'ils soient à la maison, je pense que pour eux, les conditions sont optimales pour qu'ils puissent avancer au moins après les poules. Pour en revenir aux États-Unis, le problème c'est que moi je vois comme je disais, la déception, ça vient surtout du fait que ça progresse pas et ils sont toujours au même niveau et tu le vois dans les derniers résultats. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond de verre qui semble inatteignable pour eux. C'est-à-dire que là, les derniers matchs, tu arrives en finale de la Gold Cup, Curaçao,
ça perd contre le Mexique en finale. Après, le fait d'aller en finale, c'est presque une habitude. C'est quasiment tout le temps. En fait. Et après, t'as des matchs contre la Belgique, qui est pas non plus la meilleure Belgique de tous les temps. Absolument Tu te pas. prends 5-2. T'as un match contre le Portugal, tu perds aussi, tu perds 2-0. Les États-Unis, ils sont à l'opposé de ce qu'on disait avec l'Équateur. Au final, l'Équateur, il perd jamais. Les États-Unis, en ce moment, ils se prennent 2-3 beaucoup. branlées. Ouais. Ah oui, et dans cette année-là, quand tu prépares une Coupe du Monde, c'est jamais bon. Non. C'est jamais bon. Mais bon, il faudra regarder quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même 2-3 joueurs. On en a cité plein, là, mais si Pulisic est en forme, et je pense qu'il sera obligatoirement motivé, mais s'il est en forme, s'il a des jambes, ça peut être un joueur super à avoir joué. Moi, j'avais coché 2 joueurs, c'est Brendan Aronson, parce qu'il était très bon depuis qu'il était à Salzbourg, et il commence à progresser, ça va être bien. Et aussi, pour un des joueurs qui joue en France, on parle beaucoup de Balogun et de Timothy Weah. Il y en a un autre, il est à Toulouse, il s'appelle Mark McKenzie, c'est un défenseur central. Alors, c'est pas le futur Franco Baresi, c'est surtout un gros physique, il va vite, il saute haut, il est très solide. Mais il a fait une saison pas dégueu à Toulouse. Ok. À côté de Cresswell, ce sera l'occasion de voir si c'est Cresswell qui l'a vraiment carry pendant toute l'année, parce que Cresswell était quasiment le meilleur défenseur du championnat, ou si Mark McKenzie était quand même solide en Ligue 1 aussi. Donc ça pourrait être bien à voir, à vérifier. Et alors, maintenant qu'on a fini nos 2 gros points d'attention, est-ce que tu as des trucs en vrac qui t'ont soit perturbé avant la Coupe du Monde, ou les choses que tu attends de voir à la Coupe du Monde? Des joueurs, des équipes, J'ai déjà cité son nom tout à l'heure, mais je vais en reparler. Mathias Soulé, joueur de la Roma, qui n'est pas encore pris à l'heure où on parle pour la Coupe du Monde. Ça se trouve que là, je vais vous encenser un joueur qui ne va pas jouer la Coupe du Monde. Mais... Ouais, est-ce que l'Argentine a encore une liste de 50 joueurs? Ils sont encore 200 000, donc à voir. Mais en tout cas, si jamais il y est, je pense que s'il rentre, parce qu'il y a ça aussi, c'est une fois qu'il y sera, s'il y est, il faut qu'il joue. Mais je pense que c'est un joueur, c'est l'un des rares joueurs qui me donne envie de regarder du football. Ça veut dire que quand il était à Frosinone, j'ai regardé des matchs pour lui. Je me suis connecté sur des matchs Genoa-Frosinone à 12h30 le dimanche pour lui. Et cette saison, par exemple, il a joué comme une Roma qui finit, je crois, 4e en Serie A. À chaque fois qu'il était décisif, ils ont gagné. Et tu le sens dans le jeu. Que c'est vraiment ce type de joueur où, une fois qu'il est activé, une fois qu'il arrive à faire ce qu'il veut faire, en fait, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Mathias Soulé. J'ai peur qu'il soit bloqué, en fait, par énormément de profils qui ressemblent au sien, c'est-à-dire milieu offensif, un peu gaucher en Argentine. Ah oui, c'est qu'il est de base, t'as Messi qui évidemment est là, mais t'as aussi Nico Paz qui est un peu dans la même zone. Ils ont pas pris Dybala, donc c'est déjà un en moins. Déjà. Mais après, et c'est là où tu te dis, normalement, Dybala, les deux sont au même endroit, tu vois la différence. Donc si tu prends un pour la pré-liste et pas l'autre, déjà, c'est que le coach a une bonne idée. Je vois la liste, il y a Prestiani qui est au Benfica, qui est dans un peu pareil, t'as Mastantuono qui est au Real, et même s'il a pas beaucoup joué, il est joueur du Real, donc voilà. Non, ça peut être compliqué pour lui, ça c'est sûr, mais je pense sincèrement que, en fait, justement par rapport à tous les joueurs qu'on est en train de citer ou dont on parle, j'ai l'impression que c'est ce genre de joueur qui a été dans le dur, parce qu'il a été dans des clubs dans un club qui n'était pas le plus beau à voir jouer, où c'était difficile pour lui de s'exprimer, il a dû endurer tout ça. Il arrive à la Roma, dans un club qui est un peu mieux pour lui, il a eu une saison où il s'est adapté, et là maintenant à sa deuxième saison on voit déjà les résultats. Quelqu'un comme Nico Paz, lui, ça reste pareil, un joueur qui est dans le dur, parce que comme ça reste un club qui est monté en Serie A, qui est remonté en Serie A il y a de cela 2 ans, 3 ans, mais ça reste un club aussi qui joue quand même au football, où les choses sont faites pour qu'il puisse s'exprimer au mieux. Mastantuono, comme on l'a dit, il est au Real et il joue pas, donc après c'est un autre choix, c'est une politique que je ne comprendrai jamais, parce que le Real je ne le comprendrai jamais, mais
Ça veut dire qu'en fait, selon moi, il a un petit avantage par rapport à tout cela. Ouais. Oui. Bah après, ça dépendra de quels sont les critères pour prendre sur le groupe. Peut-être que d'autres sont importants, mais oui, là, théoriquement, il pourra avoir sa place. D'autres joueurs Ladislav Krejci, parce que je suis sur une propagande depuis que je suis arrivé à Prague, donc ça va bientôt faire 5 ans. Faut qu'à un moment il nous montre quand même tout ce que j'ai dit de bien sur lui. La liste de l'Argentine qui est pas de la République tchèque qui est pas encore sortie. Hein. Ils sont en... c'est une pré-liste qui est sortie. Ouais. Mais ça reste le capitaine, même lui. si parce que ce qui est drôle entre guillemets, c'est qu'il a joué au Sparta, il les a fait gagner, il est parti, ils sont écroulés. Il est arrivé à Gérone, qui était en pleine bourre. Il a joué, ils sont écroulés. Il arrive à Wolverhampton, qui était quand même sur une bonne période. Il s'écroule aussi. Donc je me dis, il y a peut-être, je sais pas trop. Hein. Mais à part ça, ça reste un joueur que moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Et qui, je pense, dans un cadre de Coupe du Monde, dans un cadre de compétition où il y a très peu de matchs, où il faut vraiment être efficace très vite, il va pouvoir faire du bon travail. À voir, parce que la poule, elle est pas facile. Ouais, puis, alors, pour ceux qui suivent pas l'équipe de République tchèque, il faudra pas s'attendre à la République tchèque des années 2000. Le plan de jeu va être assez simple. Ça va être Pavel Such pour courir partout et tirer des corners. Et après, il y aura Ladislav Krejci, Tomáš Souček et Patrick Schick et les deux autres pitres devant. Chitil et Chori. Qui mettent des têtes. C'est-à-dire que là, ça va être des longs ballons. Ouais. Pour ceux qui aiment le football de district, ça va être du beau football. Voilà. Parce que ça va être des longs ballons vers l'avant. Il y a un attaquant qui va mettre une remise de la tête, essayer de gagner un corner. Corner, on essaie de marquer. C'est tout. Parce que, clairement, Patrick Schick et Pavel Such sont quasiment les deux seuls vrais joueurs de ballon de cette équipe. Hein. Ah, clairement. Parce qu'après, il y a des joueurs qui sont quand même bons malgré tout. Hein. Faut pas non plus tout mélanger, mais parce que par exemple, je pense à le joueur du Slavia Provod, qui est pas mauvais en soi. Mais j'ai l'impression que pour moi, tout ce qui est Provod, Sadilek, etc., Cherv et tout, c'est plus des coureurs de 800 mètres. Et c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, c'est des joueurs qui vont tout donner. Ils vont courir pendant tout le match. 90 minutes, tu sais que ça va courir. Mais c'est tout. C'est comme ça qu'ils se sont qualifiés contre l'Irlande. Hein. Ils ont, c'est à l'usure et au physique. Et donc, c'est pas la plus grande République tchèque qu'on verra, mais bon, ils sont en là. Tout cas, c'est ça que j'attends. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as des choses qui t'ont... Ouais, alors il y a plein de choses qui attendent. Alors mon autre équipe, juste un mot, la Suisse, on en parlait hors caméra. La Suisse, c'est pas l'équipe qui sera championne du monde. Par contre, l'équipe qui éliminera la Suisse ira très loin. Parce que ils ont une équipe, t'as pas envie de les jouer, c'est très chiant. C'est mené par Xhaka, qui a peut-être fait la meilleure saison de sa carrière en Première Ligue, dans un effectif clairement, on peut qui le dire, était monstrueux. Il a rendu Sunderland incroyable, il les a amenés en Coupe d'Europe avec Enzo Lefebvre, etc. Mais Granit Xhaka était monstrueux. Je sais je me rappelle, on en avait parlé ici même, mais clairement, l'impact de Xhaka sur Sunderland, c'est incroyable. Ouais, et donc l'équipe de Suisse, c'est que des joueurs qui sont habitués à jouer dans Bundesliga, en Première Ligue ou en Serie A. Il n'y a pas un mec qui est remplaçant quelque part. Il manque un peu de talent devant parce que c'est Mbolo qui est un peu blessé, c'est des mecs qui sont pas super fiables, donc ils iront pas au bout, mais par contre pour marquer 1 ou 2 buts face à cette Suisse là, ça va être terrible, ça va être très ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Et alors après, des petits points déçu de... Alors je crois que j'en avais parlé dans le dernier épisode et en fait ça s'est révélé faux. Dégoûté, il n'y aura pas de joueur du Dijon Football Côte d'Or à la Coupe du Monde parce que la légende Julio Tavares a pris sa retraite avec le Cap-Vert et donc il n'est pas dans la liste. Dommage. C'est dommage parce que j'aurais adoré voir Julio Tavares. Ça aurait été beau. Mais il sera pas là. Après... Je fais un peu le tour. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure dans notre équipe qui m'intéresse,
L'Afrique du Sud, parce que j'adore l'Afrique du Sud tout le temps. Depuis toutes les Coupes du Monde ou la CAN, j'aime voir jouer l'Afrique du Sud. Je sais pas pourquoi, mais ils ont tout le temps des bons joueurs. Après, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, en termes de pays qui sont organisés localement, on va dire ça comme ça, pour faire développer leur sport. Parce qu'après, eux, c'est d'autres situations, c'est carrément autre chose, mais ça n'empêche que aujourd'hui, en Afrique, le championnat le plus développé, c'est le championnat sud-africain. Ouais, et c'est des joueurs qu'on connaît pas, parce qu'il y en a très peu qui s'exportent, mais c'est des joueurs qui sont vraiment très reconnus dans la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat d'Afrique des Nations aussi. C'est ça. Donc c'est toujours bien à regarder. Autre point, alors j'avais vu tout à l'heure aussi, oui, on en avait parlé dans un des anciens épisodes, et je suis content qu'il soit là, c'est évidemment Edin Dzeko. Ouais. Edin Dzeko va faire la Coupe du Monde, et alors ça c'est extraordinaire. Edin Dzeko, 150 matchs avec la Bosnie, 40 ans, il est là, il va être devant dans une équipe de tueurs à gages de Bosnie, parce qu'il n'y a que des mecs qui sont dans des clubs que t'as pas envie de jouer, c'est que des clubs de deuxième division allemande. Il y a un mec à Pilsen, il y a Schalke, Stuttgart, Gladbach, c'est que des... devant, je pense que devant, le plus petit fait 1m92. C'est extraordinaire. Ça va être une belle bagarre. Donc la Bosnie, ça va être sympa à regarder. Un petit mot pour le Brésil, parce que j'ai le maillot là sur les épaules. Je pense que ça va être n'importe quoi. Attention à la possibilité que le Brésil nous sorte une Coupe du Monde catastrophique. Parce que... Est-ce que c'est à cause de la venue de joueurs comme Neymar? Est-ce que c'est à cause de Carlo Ancelotti? Est-ce que c'est à cause de joueurs comme Vinicius qui ont la grosse tête? Un peu tout, mais déjà, là, je vois déjà qu'il y a déjà un drama sur le fait que Neymar n'est pas le numéro 10, parce qu'ils ont décidé de lui donner le 13, et qu'il est déjà blessé alors que la Coupe du Monde n'a pas commencé. Je pense qu'on peut arriver à un moment extraordinaire au Brésil où vraiment ça devient n'importe quoi, et c'est horrible de se dire que ce pays est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire que je pense que là, si on fait objectivement, une fois que toutes les listes seront sorties et qu'on prend tout le potentiel offensif de chaque sélection, je suis pas sûr que le Brésil soit top 5-6 de la Coupe du Monde. Pour moi, non. Ils le sont pas. Ce qui est une hérésie quand tu repenses à il y a 15 ans ou 20 ans. Mais c'est-à-dire qu'il y a 20 ans... Toutes les Coupes du Monde que j'ai regardées de ma vie, le Brésil a toujours eu une équipe incroyable, avec des joueurs incroyables, où ça donne envie, et on a même envie d'y croire à chaque fois. Ouais, parce que là, il y a 20 ans, littéralement, en Allemagne, c'est la fameuse équipe qui ne va pas au bout, qui se fait éliminer, mais c'est Ronaldo, Adriano, Kaka, Ronaldinho devant. Là, tout ça leur pique. Oui, et là, il n'y a rien, quoi. Là, il y a... là, c'est Vinicius Junior, c'est Hendrick qu'on nous vend comme étant le meilleur attaquant ou le futur Ronaldo ou je ne sais quoi. Donc ça va être dur. Ça va être dur. Après, je sais pas quelle poule ils ont, mais je crois qu'il y a tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y a Haïti dedans. Ouais, après. Donc je sais qu'ils vont passer à la poule. Il y a même un monde où le 16e, le 8e de finale, ils le font. Ils finissent en quart de finale pour cette équipe du Brésil. Pour le bilan de Carlo Ancelotti, on va dire c'est super, continue. Et on le revoit dans 4 ans. Je sais pas si c'est celle... c'est déjà celle en Arabie Saoudite ou c'est celle en Maroc, Espagne, Portugal? C'est Maroc, Espagne, Portugal, Uruguay et tout le bordel. Il y a un match en Uruguay. Si, il y a le match d'ouverture en Uruguay, mais après ça part. C'est un enfer. Ah, mais c'est parce que c'est l'anniversaire de. Non, Paraguay ou Uruguay. Ça me choquerait pas que ce soit l'Uruguay pour l'anniversaire de la première Coupe du Monde. Ouais, mais je crois qu'il y a un truc au Paraguay parce que le siège de. C'est quoi? C'est la CONCACAF? Non. C'est quoi la Confédération du Sud? C'est CONCACAF? La CONMEBOL. Ouais, le siège de la CONMEBOL, il est à Asunción. Et du coup, il y a un je crois que j'avais lu, ils sont en train de refaire le stade à Asunción. Mais sinon, il y a quoi d'autre? Évidemment, la Norvège, parce que enfin, la Norvège est là. Et j'ai envie de dire, il était temps, parce que je parlais des âges des États-Unis. Tu sais quel âge il a Alors, pas Erling Haaland, mais Martin Odegaard. Martin Odegaard, je te dirais qu'il a soit 29, soit 30. Non, il a 27. 27, parce que je sais qu'il a à peu près mon âge.
Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Ah oui. Non, mais après, en fait, c'est parce qu'on a tous connu Martin Odegaard comme Il étant... avait 15 ans voilà, au Real et tout. le Sauf futur que crack, 15 ans au mais- Real, c'était il y a 12 ans. Et, mais après, oui, heureusement que la Norvège arrive, portée par, évidemment, Erling Haaland, qui, moi, me fait peur pour cette Coupe du Monde, je vais pas te mentir. Et parce que je pense que Erling Haaland, il est dans un truc où il joue sa première Coupe du Monde. Il va vouloir la marquer comme il a marqué la première année où il a joué la Ligue des Champions, comme il a marqué la première fois où il arrive en Première Ligue. Et ça me fait peur, personnellement. Ouais. Et en plus, ils sont dans la peau de l'équipe de France. Donc, moi, Saliba, chacun pense ce qu'il veut. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir le tenir pendant très longtemps. Ouais, ça me fait. Surtout, j'ai l'impression qu'il se réservait un peu, où il était tranquille là ces dernières semaines. Réservé, non, il a été chercher le titre jusqu'au bout, mais il m'a pas l'air fatigué de sa saison en fait. Ouais, mais moi, Et je sais pas trop. Et sinon, autre truc, alors j'ai pas souvenir, peut-être que je dis n'importe quoi, mais et que c'était le cas à chaque fois. Mais avec tous les pays qui se sont rajoutés dans cette Coupe du Monde là, pour cette édition, et le foot actuel, j'ai l'impression que ça va être une Coupe du Monde où il y aura énormément de joueurs qui vont jouer leur dernière compétition. C'est-à-dire que j'ai pas souvenir d'avoir autant de joueurs de 36, 37, 40 ans qui arrivent en fin de truc. Et là, par exemple, t'as Neymar, Neymar, ça va être sa dernière. Messi, Ronaldo. En fait, je pense Ronaldo, que c'est surtout... t'as Neuer qui revient, t'as Modric qui est encore là, on disait, t'as Dzeko, dans toutes les sélections, nations, ouais. T'as des mecs vraiment qui sont là pour jouer leur dernière Et il compétition. n'y a pas Antoine Griezmann. Ouais, ça c'est une catastrophe. Mais en tout cas, je me dis que ça va être assez... Alors, je suis triste que ça tombe sur cette Coupe du Monde-là, parce que c'est la Coupe du Monde de l'indécence et du n'importe quoi. Mais ça va être la Coupe du Monde qui va marquer... La fin d'une génération. À la fin de... rien que des trois noms, la fin de la Coupe du foot de Messi, Ronaldo, Manuel Neuer. Ouais. Et Modric. Ouais. Là, Et c'est vraiment un changement complet. Parce que je pense que... En fait, au-delà même du fait que... Parce que je pense qu'à chaque compétition, ça a été la dernière de certains joueurs d'une certaine génération. Mais là, il y en a beaucoup qui partent. Mais en fait, c'est surtout qu'il n'y a pas... On n'a pas la génération qui suit où c'est vachement clair de savoir, eux maintenant, c'est eux le football. Maintenant, ça se joue comme ça le football parce qu'on est tous toujours attachés au football avec ces joueurs-là. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de 2006, si je ne me trompe pas, c'est quand... c'est la dernière de Ronaldo, de Phénoménal. Ouais. Moi, je pense, ouais. Parce que si je ne me trompe pas, parce que c'est quand il va marquer son but contre le Ghana, ou peut-être... Bon, en tout cas... Si, parce qu'après, c'est le match contre la France et tout. Ouais. Voilà. Et en vrai, quand tu vois ça, oui, je pense que c'était quand même aussi un événement. Mais derrière, t'avais encore tout plein de joueurs qui étaient en train d'éclore ou déjà en place. T'avais déjà Messi, et c'est ça, t'avais déjà Ronaldo, t'avais Thierry Henry en équipe de France, t'avais Kaka qui était au Brésil. Donc t'avais tous ces grands joueurs, les top mondiaux qui sont toujours là. Et là, malgré tout, en fait, ce qu'on va appeler le top mondial aujourd'hui, c'est pas des grandes stars, parce que nos derniers ballons d'or, c'est Rodri, Dembélé, qui mais sont même pas non plus... Ce qui me fait un choc, c'est que là je vois sur mon écran, même un Harry Kane, il va avoir 33 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire que même pour Harry Kane, c'est peut-être la dernière, parce que pour la prochaine, il a 37 ans. C'est différent. Et en Angleterre, avec tous les... un mec, tout bêtement, un mec comme Liam Delap, qui va potentiellement, enfin, il sort de la malédiction du 9 à Chelsea, il va potentiellement faire quelque chose, et tu récupères une place. Donc ça fait énormément de joueurs qui ont plus de 33, 34 ans. Ouais. Et je pense que c'est pour ça, c'est ça que j'ai envie de garder dans la Coupe du Monde aussi, c'est que à partir de août, on va rentrer dans un football qui va être c'est quelque chose de très nouveau. Différent. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. À voir comment ça va être. Est-ce que, en fait, ce sera vraiment le moment où il y a une place à récupérer, à voir qui la récupère. Ouais. Parce que... Ouais, c'est ce que tu disais avec les générations. J'ai l'impression que la génération qui aurait dû suivre, qui aurait dû prendre la suite, en fait, elle est déjà à son pic et elle n'a pas réussi à dépasser. C'est ça. C'est-à-dire que Mbappé, etc. Ils ont tous 27-28 ans. Ouais, et il a, on disait, Odegaard, etc.
Au final, Mbappé, il a 28 ans, bientôt 29. Et il n'a pas réussi à... Alors, c'est un joueur immense, Évidemment. mais il reste toujours dans l'ombre de Ronaldo et de Messi, quoi. Et parce qu'en fait, là, on va arriver à un stade où... parce que, faut pas se mentir aussi, je pense que ça va arriver, Ronaldo va atteindre ses 1000 buts. Donc, tu peux faire ce que tu veux l'année prochaine. Ce dont on va parler, c'est les 1000 buts de Ronaldo. Ouais. Donc, déjà, ça c'est fini. La Coupe du Monde, selon qui va la gagner, ce sera peut-être tel ou tel joueur dont on va parler, mais même pas sûr, parce que là, en équipe de France, si on imagine le PSG prend une Ligue des Champions et l'équipe de France prend la Coupe du Monde, croyez-moi, Kylian Mbappé, on n'en parle plus. Et Ousmane Dembélé, Désiré Doué, ouais. Zahir Emery. Et donc vraiment, c'est tous ceux qui sont censés être du coup les nouvelles têtes du football. Il y a vraiment un monde où à partir de l'année prochaine, on n'en parle plus. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je pense que cette Coupe du Monde va être intéressante à suivre là-dessus parce que ça peut être aussi pour beaucoup de joueurs la petite horloge qui leur dit si vous foirez là, vous foirez fini en fait. C'est fini. Messi, Ronaldo, ils le savent évidemment, mais même d'autres. Mbappé, il en a déjà une, donc c'est un peu différent. Non, en fait, après, c'est un truc, je pense qu'on oublie souvent parce que il avait 20 ans quand il a récupéré sa Coupe du Monde. Donc, c'est ce truc de il en a déjà une, mais pourquoi il n'a pas d'autre chose? Parce qu'entre-temps, on l'a pas vu gagner la Ligue des Champions, on l'a pas vu gagner le Ballon d'Or, etc. Il en a quand même déjà une. Malgré tout, Messi, il en a déjà une. Là, maintenant, en fait, c'est Ronaldo, il faut qu'il la récupère pour mettre fin au monde du football. Voilà, au moins, c'est clair. Mais après ça, derrière, je vois pas qui... Parce qu'on, comme tu disais, Harry Kane a 33 ans, faut qu'il essaie de récupérer une Coupe du Monde, j'y crois pas, je vais pas mentir, hein, et je lui souhaite vraiment de tout mon cœur, mais de toute façon, Harry Kane, quand tu as gagné ton premier titre à 30 ans, déjà ça rend les trucs un peu plus compliqués. Y a qui d'autre? T'as peut-être, en fait, Neymar, ça va être difficile, et du coup, ceux qui suivent derrière, c'est qui? C'est Lamine Yamal. C'est, en vrai, Erling Haaland, on peut dire ce qu'on veut, mais là, je crois qu'il arrive à 26 ans. 25, 26. Ouais. Je crois qu'il avait 3 ans de moins que. Je crois qu'il est soit dans 2000 ou peut-être 90, mais je dirais même plutôt 2000 avec Vinicius. Donc c'est cette génération qui sont donc vraiment des années 2000. Il va avoir 26 ans pendant la Coupe du Monde. Voilà. 26 ans dans un mois. Donc là, c'est vraiment toute la génération 2000 qui arrive et eux, ils vont récupérer le truc et ça veut dire que la génération 90, ils vont être effacés du football. Ouais. Là, je viens de voir un truc en cherchant justement sur la liste. Il y a les colonnes de sélection et de buts. Erling Haaland, il a écrit 49 sélections, 55 buts. Moi, je me dis, quand je te dis, il me fait peur, hein. J'ai cru que c'était un bug, parce qu'il y avait tous les autres. 55 buts, crois-moi. À côté de lui, il y a Sander Berge qui a 64 sélections, 1 but. Ça saute à l'écran. Mais ouais, non, ça va être... c'est pour ça, cette Coupe du Monde va être sympa à regarder. Va falloir falloir se lever tôt, par contre, pour la regarder. Se lever tôt ou se coucher très tard. On va avoir des cernes, ça va être une catastrophe. Mais non, ça va être bien. Ça va être bien. Les matchs vont être bien, je pense. Ce qu'il y aura autour sera moins bien, mais si on se concentre sur le jeu, je pense qu'on peut avoir des vrais beaux matchs et des vraies belles émotions sur cette Coupe du Monde. En tout cas, je l'espère. La Coupe du Monde, on la suivra pas au Magenta Center, parce que je pense pas. Peut-être qu'ils diffusent des matchs. Après, en vrai, vu les télés qu'ils ont, j'ai l'impression. Il y a un monde où on envoie un mail et ça part. Hein. Là, ça donne l'impression que je regarde par la caméra, mais non, je regarde pas la caméra. Je regarde derrière. Il y a 3 grands écrans, dont un qui est branché avec une PS5. Ouais. Peut-être qu'ils vont diffuser des matchs. Il y a un monde. Hein. Moi, je suis sûr. En plus, il y a la salle de conf. On leur dit, les gars, la finale, on la diffuse ici. Ouais. Je me vois déjà leur envoyer un petit on peut venir à 7h30 le matin pour regarder Iran-Nouvelle-Zélande. Incroyable. Et ils vont dire non. Et on aura compris pourquoi. Mais non, ça va être bien. C'est ça le pire, je pense qu'ils nous diront oui. Parce que, encore une fois, le Magenta Center, c'est incroyable comme endroit et ils sont toujours très accueillants. Ouais. Bon, en tout cas, c'est fini. Prochain épisode, je pense qu'on reviendra. Alors, soit on fera encore sur la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, peut-être. Potentiellement. Soit on continuera le 11 parce qu'il faut qu'on le finisse et c'est le problème d'intervertir, avoir 11 joueurs à faire.
Du coup, ça fait quasiment 24 mois, ça fait 2 ans pour faire une équipe. Ouais, ça va être long. Mais ce qui est bien, c'est que notre 11, il bougera pas. Au moins, nous, on l'a déjà, on sait déjà ce qu'on veut dedans. Ouais. Au moins, ça bouge pas. Mais voilà, les mêmes rappels que le dernier coup. N'hésitez pas à abonner sur YouTube, abonner sur Spotify, il faut que je mette les vies tout dessus. La petite notification pour que vous soyez au courant quand je vais lancer un live encore une fois sur Football Manager 2016. Essayer de gagner la Coupe du Monde en 2018. Non, on est en 2018. Donc Celle de 2022, allez. Je suis à la Lazio. Il y a des entraîneurs qui vont se faire virer. Je pense que je vais devenir sélectionneur là. Je sais pas, on verra quel pays on prend. Et voilà, on aura la notif. Et sinon, rien de plus. Hein. Non, rien de plus. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, et regardez bien les matchs, ça va être cool.